décembre 1972, 3 astronautes s'envolent vers la Lune à bord de la dernière mission Apollo. En s'éloignant, ils prennent une photo de la Terre que la NASA a baptisée la bille bleue. La Terre y apparaît comme un globe de couleur azur suspendu dans le néant. Ces images ont immortalisé la beauté et la grandeur de notre planète, mais également la fragilité de son atmosphère. La voir de ses propres yeux, notre planète magnifique avec cette couche d'atmosphère très fine qui l'entoure et la noirceur de l'abysse où elle évolue. 50 ans plus tard, les astronautes aperçoivent quotidiennement cette bille bleue lorsqu'ils séjournent dans la Station spatiale internationale, ou ISS, qui orbite à 420 km au-dessus de nos têtes. Cette station spatiale héberge 7 astronautes qui vivent, mangent et travaillent à son bord. Ils y mènent des expériences pour faire avancer la science et la médecine et approfondir nos connaissances de l'espace lointain. Un des objectifs majeurs est d'apprendre comment produire et faire pousser de la nourriture dans l'espace, puis de ramener ces découvertes sur Terre afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans le monde entier. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, mieux connue sous le sigle NASA, s'est toujours efforcée de bien nourrir ses astronautes. Il faut réussir à composer des repas sains et savoureux, capables de conserver toute leur fraîcheur pendant des années, même dans les conditions les plus extrêmes. Un shortcake à la fraise, oh, c'est délicieux. Dans les laboratoires de la NASA consacrés à l'alimentation, les scientifiques élaborent des recettes que les astronautes peuvent consommer et apprécier en microgravité. Tout le monde a eu des expériences différentes en matière d'alimentation. En général, les astronautes ont tendance à dire que la nourriture n'a pas le même goût dans l'espace. Pour ma part, je n'ai pas vraiment senti de différence entre les deux. En mission, les astronautes suivent un emploi du temps très précis et planifié à la minute près. Les journées sont assez longues. On se lève tôt le matin et on travaille toute la journée pour la science. Mais on doit aussi faire 2 heures de sport chaque jour pour maintenir une bonne densité osseuse et notre masse musculaire. On s'occupe aussi de la maintenance de la station. On est à la fois plombier, électricien et mécanicien. Puis il y a des trucs plus sympas, comme les sorties extravéhiculaires et ces bras robotiques qui attrapent des engins en vol. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Un shortcake à la fraise. Donc on a un biscuit au beurre avec des fraises et une pointe de lait ajoutée dessus. Après une longue journée de travail, la nourriture est une source de réconfort. On peut tous s'installer autour de la table. Donc c'est plutôt sympa. Quand on est à bord, on bénéficie d'une large sélection de recettes différentes. Certains de nos repas sont emballés comme les rations de survie de l'armée. Ce sont des plats prêts à manger. Dès qu'on a ouvert l'emballage et qu'on s'apprête à manger avec notre cuillère, il faut faire bien attention, parce qu'évidemment, tout se met à flotter. Ça arrive qu'on en mette partout, c'est normal, mais on s'habitue petit à petit. On apprend à manger en l'absence de gravité. Finalement, ça ressemble beaucoup au repas que l'on emmène en camping ou en rando. Tous ceux qui sont déjà partis plus d'une semaine savent très bien qu'au bout d'un moment, on a envie de quelque chose de frais et de différent. Justement, de nouvelles variétés d'aliments pour l'espace sont en développement. Shilei Wu est la directrice scientifique des aliments de l'ISS. Elle cherche à améliorer l'expérience culinaire dans l'espace. Je suis en train d'ouvrir l'emballage des œufs brouillés à la mexicaine. On apprend aux astronautes à ouvrir un emballage en microgravité. Il ne faut pas l'ouvrir entièrement pour ne pas avoir à gérer 2 morceaux de plastique. Voilà à quoi ça ressemble dans l'emballage. On aspire 75 ml d'eau dans une seringue qu'on injecte directement dans le sachet. Dès que l'eau entre en contact avec l'aliment, les œufs brouillés se ramollissent. Puis on laisse agir entre 5 et 10 minutes pour que le produit se réhydrate uniformément.
C'est pas mal. La NASA a mis au point plusieurs techniques de préservation alimentaire qui sont aujourd'hui utilisées dans le commerce, comme la lyophilisation, qui permet une conservation de plusieurs années. La lyophilisation a été développée pour les missions Apollo de la fin des années 60. La sécurité alimentaire est une des priorités majeures. Les intoxications alimentaires ne sont pas envisageables dans l'espace, car les astronautes ne disposent que d'un nécessaire médical de base. Cela risquerait d'interrompre leur mission. À la NASA, pour garantir l'hygiène alimentaire, on se base sur le système HACCP. Autrement dit, le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. Grâce à cette méthode de surveillance de la qualité sanitaire, les fournisseurs peuvent identifier les dangers potentiels et élaborer des mesures préventives pour les éviter, de la production jusqu'à la consommation. Ce système a été développé grâce à une collaboration entre la NASA et l'entreprise agroalimentaire Pillsbury. Cette méthode a été mise au point dans les années 60 et ce protocole a été pensé à la base pour une utilisation dans l'espace. Aujourd'hui, le système HACCP est devenu la réglementation standard dans l'industrie agroalimentaire et est utilisé dans le monde entier pour garantir l'hygiène alimentaire et assurer la sécurité du consommateur grâce à un produit de qualité, garanti sans aucun risque de contamination, qu'il s'agisse de risques physiques, chimiques ou biologiques. Dans l'éventualité de missions plus longues, la NASA espère prolonger le temps de conservation de ces aliments et passer des 3 ans actuels à 5 ans, voire plus. Mais pour ce type de mission, les repas en sachet ne suffiront pas. L'équipage devra également faire pousser certains aliments. Ralph Richie a travaillé plus de 40 ans au sein du programme américain des missions spatiales habitées. C'est juste un problème de mise en place ou c'est un problème de fiabilité des capteurs? Aujourd'hui, il tente de développer des systèmes de culture fiables et durables pour les missions de longue durée. L'objectif, c'est de mettre au point des dispositifs qui seront utilisés dans les engins d'exploration et de trouver quelle variété de plants l'équipage pourra cultiver pour subvenir à ses besoins. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques cherchent à définir les méthodes les plus efficaces pour faire pousser nos végétaux. Mais dans l'espace, les plantes doivent affronter des conditions de vie très différentes, comme la microgravité. Nous savons déjà que les racines ont tendance à pousser vers le bas, en direction de la gravité. Mais pour ce qui est de la canopée, les feuilles des plantes se dirigent toujours vers la lumière. Elles se concentrent vers les sources lumineuses. De leur côté, les racines cherchent un accès à l'eau et à l'air. Pour l'instant, on a organisé nos chambres de culture selon ce principe de croissance. Quand on regarde les photos de plantes qui poussent en orbite dans les modules qu'on a déjà déployés, elles ressemblent étrangement aux plantes qui poussent sur Terre. La NASA a développé des chambres de croissance pour végétaux du nom de Veggie. La Station spatiale internationale est actuellement équipée de 2 unités Veggie en service. C'est un système assez basique. Il s'agit d'un incubateur équipé d'un plafond lumineux pour que les plantes puissent se développer en direction de la lumière et de ventilateurs pour faire circuler l'air, car la convection naturelle n'a pas lieu dans un milieu de microgravité. C'est un ensemble de coussins à planter, des coussins remplis de terre et ensemencés qu'il suffit ensuite d'arroser pour que les plants grandissent. Dans les années 80, la NASA a reconverti une chambre hypoxique utilisée à l'origine pour les simulations de vol en chambre de culture. Cette innovation, pensée pour le voyage dans l'espace, a engendré de nouvelles technologies dans l'agriculture en milieu contrôlé, comme l'hydroponie et l'agriculture verticale, qui sont aujourd'hui largement répandues sur Terre. En fait, c'est devenu la première ferme verticale. C'est dans cette infrastructure qu'ils ont découvert comment faire pousser des patates en milieu hydroponique. Ces expérimentations préparatoires nous ont servi à anticiper les premiers vols spatiaux. Mais nous essayons également de les appliquer au secteur plus large de l'agriculture en environnement contrôlé, tout en cherchant à faciliter certains aspects de l'agriculture conventionnelle sur sol. Avec le réchauffement climatique et l'affaiblissement de nos ressources, l'agriculture en milieu contrôlé pourrait bien devenir la bouée de sauvetage de la sécurité alimentaire mondiale.
D'ici 2030, ce secteur pourrait peser plus de 100 milliards de dollars. Je pense que tout le travail sur l'alimentation qu'on fait pour la NASA est étroitement lié aux défis auxquels on va devoir faire face pour nourrir la planète dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Nous, on essaye de nourrir 4 personnes d'ici 2050, alors que les agriculteurs terriens, les personnes qui cultivent des aliments dans des environnements contrôlés, tout le secteur agroalimentaire, ils cherchent à nourrir une population planétaire qui atteindra les 10 milliards d'individus dans le même laps de temps. On cherche à résoudre le même problème. Comment nourrir une population ou un équipage, comment les garder en bonne santé pour qu'ils puissent vivre et travailler correctement. Mars. La planète rouge a toujours fasciné l'homme. Grâce au progrès en technologie et en exploration spatiale, le rêve de pouvoir un jour atteindre Mars pourrait devenir une réalité. Seulement, les astronautes en partance pour Mars ne pourront bénéficier de missions de ravitaillement pendant leur voyage de plusieurs années. Ils seront capables de faire pousser des plantes, mais où trouveront-ils les protéines dont ils auront grand besoin ? En Finlande, dans un laboratoire de la banlieue d'Helsinki, des scientifiques cultivent une nouvelle catégorie d'aliments qui pourrait couvrir les besoins nutritionnels des astronautes dans les confins de l'espace, mais également nourrir la planète Terre si cela devenait nécessaire. En recherche spatiale, on est obligé d'inventer des systèmes viables et durables qu'on peut ensuite appliquer sur Terre. Dans ce qui ressemble à une petite brasserie, cette start-up finlandaise a créé une protéine à partir de rien, si ce n'est de l'air. Notre produit principal, c'est la soléine. La soléine est un produit très naturel, parce que l'organisme de base que nous utilisons est issu de la nature et on ne va pas le modifier. On a trouvé tout ce qu'il fallait dans la nature. De ce fait, sa composition nutritionnelle est très similaire à ce que nous mangeons habituellement. La production de soléine débute dans une cuve de fermentation sur un résidu microbien. Une source d'électricité renouvelable capture les molécules de CO2 et d'eau dans l'air ambiant et les sépare en hydrogène et en oxygène. Dans la cuve de fermentation, on donne aux microbes du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et plusieurs minéraux. La substance ainsi obtenue est ensuite chauffée à 140 degrés Celsius pour que le liquide s'évapore. On obtient une sorte de pâte riche en protéines et en micronutriments. Le résultat final est cette poudre sèche qui, d'un point de vue nutritionnel, est très proche de la viande séchée, de carottes en poudre ou de poudre de soja. La soléine peut être utilisée pour créer des aliments protéinés comme des substituts de viande, du tofu, des fromages ou des tartinades. Elle pourrait même remplacer les œufs dans les pâtisseries. La soléine représenterait une matière première extrêmement durable. En effet, sa production ne nécessite qu'un minimum de place, d'eau et d'autres ressources. L'ingrédient de base de la soléine est en surabondance sur Terre, le dioxyde de carbone. Tout ce qu'il faut pour la production de soléine, c'est de l'électricité et de l'air. L'électricité, on en trouve plus ou moins partout sur la planète, sous forme d'énergie éolienne ou solaire. Pour ce qui est de l'air, grâce à une technologie de captage direct, on peut récupérer de l'eau et du dioxyde de carbone n'importe où dans le monde. Une usine gigantesque de Solar Foods est aujourd'hui en construction. Elle pourra produire jusqu'à 100 tonnes de soléine par an. Dans notre première usine, nous aurons un système de captage d'air en direct, ce qui veut dire que lorsque nous nous déplacerons dans nos locaux, le dioxyde de carbone que nous recracherons sera capturé et utilisé comme matière première de notre production. À l'avenir, nous pourrons relier ce système de captage de carbone à n'importe quel bâtiment, comme les centres commerciaux. Des aliments contenant de la soléine pourraient très bien arriver sur nos étals dès 2024, en commençant par Singapour. Considéré comme le paradis des gourmets, ce pays a été l'un des premiers à autoriser la vente de nouveaux produits de substitution plus durables, comme les protéines végétales et la viande de culture. Pour ce qui est de Singapour, c'est évidemment le meilleur endroit pour accueillir ces nouvelles technologies alimentaires. C'est la pouponnière mondiale où les alternatives aux protéines animales les plus récentes arrivent sur le marché.
La deuxième raison, c'est le fait que Singapour a plus ou moins les mêmes ambitions, les mêmes stratégies et les mêmes objectifs que ce qu'on fait dans l'espace, car eux aussi disposent d'une place limitée et d'un minimum de ressources. Une production alimentaire ultra efficace avec un bon rendement leur est indispensable. Aujourd'hui, on peut produire de la nourriture en plein cœur de la ville. Et pas seulement dans les villes. La soléine peut être produite n'importe où, même avec des ressources limitées, y compris dans l'espace. Arttu Luukkanen travaille actuellement sur un prototype de bioréacteur qui pourrait produire de la soléine à bord d'un engin spatial. L'idée, c'est de recycler des déchets qui sont déjà présents dans l'habitacle. Par exemple, pour le dioxyde de carbone, il est simplement capté dans l'air de la cabine. Il est rejeté par les astronautes quand ils respirent. En moyenne, un astronaute rejette 1 kg de dioxyde de carbone par jour. Ce dernier est récupéré grâce à une technologie de captage direct, puis envoyé dans les bioréacteurs embarqués pour fabriquer de la soléine. Le système de collecte des déchets de l'engin spatial traite également les fluides corporels des astronautes. Des dérivés tels que l'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac et d'autres minéraux sont extraits et recyclés pour servir d'ingrédients. C'est un système de production circulaire. On ne pourra sûrement pas viser le même produit final qui est de la poudre sèche, parce qu'une poudre aussi fine serait très difficile à gérer dans un environnement en microgravité. Donc on imagine plutôt un mélange d'eau et de soléine qui serait facilement transformable en une sorte de boisson protéinée. Toutes les recherches et tout ce qu'on développe pour l'espace pourraient également nous être utiles sur Terre. On pourrait très bien réutiliser ces systèmes autonomes sous la forme de conteneurs pour les camps de réfugiés, par exemple, ou d'autres endroits qui souffrent de problèmes logistiques. C'est bon, c'est 100% protéines ? Exact. Ce genre d'avancées en matière de technologie alimentaire sont cruciales, car environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme sont imputables à notre alimentation. Ce nouveau système pourrait donc régler le plus gros problème environnemental de notre ère et modifier nos comportements. Ces nouveaux aliments pourraient constituer la cuisine de demain, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. Tout comme une espèce naturelle vieille comme le monde. Les champignons, c'est fantastique. C'est un sujet fascinant. Le royaume des fungi est extrêmement vaste. Les champignons sont tellement de choses à la fois. Edward et Nathalie Dale sont des chasseurs de champignons. Ils sont mycologues amateurs et leur grand passe-temps, c'est d'étudier et de cultiver leurs trésors. L'autre jour, on en a trouvé des bons ici. Ils partent à la recherche de nouvelles variétés dans une forêt non loin de chez eux. Ça, c'est une sorte de pleurote en huître. Les pleurotes sont des champignons saprophytes, ce qui signifie qu'ils décomposent le bois mort. Ce sont d'excellents candidats pour les voyages dans l'espace, parce qu'ils sont capables de consommer de nombreuses choses. Il suffit de leur donner à manger, ils les décomposeront et les transformeront en champignons riches en protéines et nutriments. Les champignons ont de multiples fonctions. Ils peuvent être utilisés en cuisine, en médecine, en tant que matière textile, matériaux de construction ou même en carburant. Le passe-temps des Dale a fait éclore une ferme à champignons dans leur garage. Elle est certes petite, mais elle produit beaucoup. Ce qu'on aime bien faire en rentrant de balade, c'est prendre une empreinte de sport. On a eu l'idée de Mew Mycology quand on a commencé à faire pousser des champignons. Quand on est dans une ferme, on n'a pas de problème de place. On peut en produire en grande quantité et composter tous les déchets, c'est pas un problème. Mais comment peut-on faire la même chose dans un milieu urbain, un désert alimentaire ou même dans l'espace? Dans des endroits très restreints où la question de la place nécessaire et la quantité de déchets produits sont déterminantes, notre objectif, c'est de trouver une méthode qui permet de produire des champignons en continu
dans un espace limité. On s'est demandé s'il n'y avait pas un moyen de faire mieux. Et ça a été comme un éclair de génie. On voulait savoir s'il était possible de produire autant de champignons, voire plus, mais avec très peu de matières premières. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'investir notre garage. Traditionnellement, la culture de champignons nécessite un substrat, une couche végétale sur laquelle les champignons se nourrissent, se développent et prospèrent. Mais le substrat est jeté après chaque usage. Chez Mew Mycology, on utilise un dispositif qui sert de support à un substrat réutilisable, sur lequel on injecte un liquide riche en nutriments. Le support est ensuite inoculé pour activer la production de mycélium, une substance qui fait pousser les champignons. Une fois matures, les champignons sont récoltés et le processus se répète. Ce cycle très performant produit de la nourriture de façon constante et dans un espace restreint, pile ce qu'il faut pour les astronautes qui parcourent de très grandes distances. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le champignon est un excellent candidat pour devenir un aliment de l'espace, c'est la variété disponible. Il existe tellement d'espèces et de variétés différentes. Chacune d'entre elles a un goût et une texture particulière. Les champignons contiennent les vitamines, les minéraux et les acides aminés dont les astronautes auront besoin pour des missions sur le long terme. Il est là depuis quand, celui-ci? 4 mois. T'es sérieux? Oui, il est bien là. Il en fait des énormes. Transposer la méthode de culture de Mew Mycology dans l'espace, c'est l'idée de Nicholas Vermeulen, un ami du couple Dale. En réalité, nous ne mangeons pas beaucoup de champignons dans notre culture, alors qu'ils ont une grande valeur nutritionnelle. C'est juste un des groupes d'aliments dans lequel on n'investit pas nos recherches. Le substrat est composé des mêmes éléments que celui que vous utilisez. Le scientifique de cette petite start-up a suivi une formation en chimie organique et en sciences des aliments. Oui, t'embête pas avec les tout petits. C'est pas grave? Non, des gros vont repousser. Le plus fascinant là-dedans, c'est que les champignons existent depuis très très longtemps. Ils sont présents depuis des millénaires. Et on a découvert l'existence de colonies de champignons très anciennes. On a estimé que certaines remontaient à 5000 ans. On sait donc que ce sont des organismes très résistants et qu'il y a de grandes chances qu'ils arrivent à se développer dans l'espace, malgré le rayonnement radioactif et les autres conditions extrêmes dans lesquelles ils vivront. Bon appétit! Allez-y. Ouais, c'est vachement bon en plus. Des aliments comme la soléine et les champignons représentent de réelles avancées pour l'exploration spatiale. Quelles autres surprises le cosmos nous réserve-t-il ? Le milieu agricole et la chaîne d'approvisionnement alimentaire génèrent de nombreux problèmes environnementaux et des perturbations en tout genre. Contraints par l'insécurité alimentaire croissante, les scientifiques travaillent dur pour trouver des solutions. À Vienne, la capitale de l'Autriche, une scientifique s'est lancée dans des recherches pertinentes et inédites. Shobha Sivashankar travaille depuis 25 ans dans le développement agricole international. Dans ces labos, on étudie des variétés mutantes de plantes. Jusqu'à présent, ils ont collecté des données sur plus de 3000 variétés de 200 espèces végétales du monde entier. Le département de sélection des plantes et de phytogénique fait partie du centre mixte de la FAO et de l'agence IAEA. Son objectif est de soutenir les États membres dans la production agricole et la productivité, mais aussi de les aider sur l'aspect génétique et la sélection des plantes, dans le but d'améliorer les cultures. Pour cela, l'objectif est de stabiliser leur rendement, mais aussi de l'améliorer par la suite et de les aider à gérer les pressions du changement climatique et les risques de maladies et d'invasion d'insectes ravageurs. Les phytogénéticiens utilisent souvent les radiations pour provoquer des mutations qui permettent de modifier l'ADN de la plante ainsi que ses caractéristiques physiques. Ces mutations pourraient rendre les plants plus résistants et augmenter le rendement d'un champ.
Quand vous avez besoin de développer certaines variétés de végétaux pour qu'ils atteignent un niveau supérieur, une meilleure qualité, il faut passer par des mutations induites. Mais il y a également un processus de sélection à prendre en compte. On sélectionne les plantes les plus aptes à développer un trait en particulier, tout en essayant de combiner tous les traits favorables que l'organisme possédait déjà en lui. Dans la nature, cette évolution se fait uniquement lorsqu'il y a un besoin d'adaptation particulier dans un environnement qui met la plante sous pression. L'objectif final, c'est d'obtenir une graine de cette variété améliorée que les agriculteurs pourront cultiver. Les mutations radio-induites demandent plusieurs années de travail pour chaque espèce végétale. L'agence envoie des graines dans l'espace dans l'espoir d'accélérer ce processus. En novembre 2022, ces scientifiques ont chargé dans un engin spatial des graines de 2 espèces différentes, du sorgho et de l'arabidopsis. Elles n'ont pas été choisies au hasard. Il s'agit d'espèces pour lesquelles nous possédons une très grande quantité de données génétiques. Cela facilitera donc la comparaison. Dans l'espace, les graines sont exposées à la microgravité, aux radiations et aux températures extrêmes, froides comme chaudes. Les particules d'énergie et les radiations affectent le matériel génétique des graines, ce qui provoque des mutations ou des réarrangements chromosomiques. De retour sur Terre, les graines modifiées germent et les nouveaux variants qui se développent sont différents de leurs parents terrestres. Nos collègues en Chine font ça depuis un bout de temps. Ils ont déjà envoyé plusieurs centaines de graines de différentes espèces en 2008 à bord de satellites qu'ils étaient en mesure de récupérer ensuite. Le satellite est resté en orbite pendant 15 jours et il est revenu sur Terre. Ils utilisent ces graines-là pour leur sélection génétique. Mais le grand moment clé, ça a été quand ils ont obtenu une variété de blé qui est aujourd'hui cultivée en Chine. C'est même la 2e variété la plus cultivée dans le pays. Et c'est le résultat d'une culture de l'espace. Ce blé a été créé dans l'espace. En 2021, l'Agence alimentaire de Singapour a envoyé des graines de coriandre à bord de la Station spatiale internationale. Un ingrédient très populaire dans la plupart des cuisines asiatiques. Les plants obtenus grâce aux graines qui revenaient de l'espace étaient plus gros et plus longs, ce qui prouve que la culture dans l'espace pourrait résulter en une meilleure production. Un des points essentiels de ce programme, c'est l'objectif Faim zéro, prévu pour 2030 par les Nations Unies. Sera-t-il possible de l'atteindre à temps ou non? Nous tendons tous vers cet objectif. Chaque pays fait des efforts pour y arriver. C'est pour ça que des technologies telles que la mutation génétique sont cruciales, parce que c'est une technologie accessible à tous. Elle nous permet de produire une diversité génétique qui sera nécessaire pour créer un variant amélioré. Pour Shobha, ce travail est une vocation. Elle souhaite honorer la promesse qu'elle a faite à son père, aujourd'hui décédé. Une des choses qu'il me demandait le plus, c'est quand tu auras terminé ton doctorat, est-ce que tu pourras aider les pauvres agriculteurs de ce monde? Je lui ai promis que je les aiderais, que je trouverais un moyen de les aider. Et depuis, je n'ai plus jamais regardé en arrière. La mutation de graines dans l'espace est un travail considérable et coûteux, semé d'embûches bureaucratiques et réservé à une certaine élite. Au Texas, une entreprise technologique tente de changer tout ça. Là, la capsule SpaceX est sur le point de se détacher. On veut faciliter l'accès à l'espace pour l'ensemble de la population. Nous menons des expériences dans le vide pour tester l'exposition au vide et aussi aux radiations. En ce moment, on travaille sur la construction d'une station spatiale privée ou commerciale. J'aime pas faire ça, mais avec le microscope, tu peux bien le voir. Oui. Tim Kopra, un ancien astronaute de la NASA, est le PDG de l'entreprise NanoRax. Lui et son équipe d'ingénieurs et de designers croient en la démocratisation de l'espace. NanoRax envoie des CubeSats en orbite et facilite des expérimentations pour une utilisation commerciale de l'ISS. L'exploration fait partie intégrante de la nature humaine.
C'est inscrit dans notre ADN. L'idée de parvenir à combiner cette soif d'exploration à un système qui, selon nous, peut aider l'humanité, c'est la meilleure des motivations. Salut Mike, ça va? Ouais, et toi? Ça avance l'innovation? Oui, on a fait de beaux progrès. Ah ouais? Super, c'est ce qu'il faut. Mike Louis est le responsable du secteur innovation. Il supervise la recherche de solutions créatives et techniques. Son équipe surveille de près les différentes phases de test dans l'espace depuis le centre de contrôle de l'entreprise. On pourrait descendre le SPDM et l'attacher sur la petite table dès qu'il ressort. Ouais, autrefois on s'estimait chanceux si on avait la possibilité de suivre le lancement d'une seule expérience dans toute sa carrière. Alors qu'aujourd'hui, on a déjà réussi à en conduire 1300. Les chercheurs et les scientifiques ont pu mener leur expérience de A à Z. L'espace est juste un endroit de plus où on peut faire avancer la science. On a déjà envoyé beaucoup de graines, ce qui est vraiment fascinant parce que la croissance des plants n'est pas la même à partir du moment où ils ont été exposés aux radiations. Le cosmos a aussi son rôle à jouer dans nos connaissances en nutrition. Il nous aide à comprendre certains processus alimentaires. On a énormément appris sur la croissance des végétaux, mais aussi sur la façon dont l'homme interagit avec ses aliments, et tout ça dans l'espace. À mon avis, toutes ces expériences que l'on mène en apesanteur, c'est à chaque fois un pas de plus vers une nouvelle approche de l'alimentation. Et ça peut changer notre façon de nous nourrir sur Terre. Nous faisons toutes ces recherches parce qu'on sait que ça aura un impact positif sur la population mondiale. Certaines pépites de chocolat ont fondu. L'entreprise Nanorax a mis au point le module Bishop, une sorte de SAS qui offre un gain de place sur l'ISS et qui permet aux scientifiques de mener des expériences dans l'atmosphère particulière du cosmos. C'est un module qui est amarré à la station spatiale. L'air du SAS est pressurisé avant l'ouverture de l'écoutille. Et toute la zone devient un espace de vie supplémentaire de l'ISS. Ensuite, on referme l'écoutille, on dépressurise l'habitacle et un bras robotique est capable de détacher le module en entier pour qu'il soit exposé au vide de l'espace. Il permet le déploiement de charges utiles, mais aussi de ramener des objets depuis l'extérieur de la station, ce qui nécessitait autrefois l'intervention d'un astronaute. Donc, c'est une sacrée innovation pour la station spatiale. Les recherches sur la réaction des graines face aux conditions extrêmes de l'espace pourraient nous aider à faire pousser de la nourriture dans des zones terrestres inhospitalières, où l'agriculture conventionnelle n'est pas possible. Les Émirats arabes unis doivent importer près de 90% de leurs aliments. Franchement, je m'inquiéterais pas trop pour cette partie. Les experts de Starlab Oasis, une sous-branche de Nanorax, tirent profit des technologies spatiales pour tenter de régler ce problème. On pourrait pas... Parce que les racines pousseront aussi par là, donc... Chez Starlab Oasis, on veut repousser les limites du possible, franchir l'ultime frontière. Comment pourrait-on aller encore plus loin? Que ce soit développer de nouvelles variétés de végétaux grâce aux mutations qu'elles subissent dans l'espace ou perfectionner les différentes technologies spatiales. Toutes ces recherches auront un impact immédiat sur les activités agricoles qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. C'est au cœur de la démarche de notre entreprise, utiliser au mieux l'espace pour que l'humanité puisse en bénéficier. En 2019, l'Agence spatiale des Émirats arabes unis s'est associée à Nanorax pour envoyer des graines de palmier sur l'ISS. Ces arbres solides et majestueux, ainsi que leurs fruits, sont très ancrés dans la culture locale. Le but de l'exposition de ces graines à la microgravité et aux radiations est de parvenir à développer un plant plus robuste et de gagner en productivité pour sa culture dans les zones désertiques. Qu'il s'agisse des radiations des profondeurs de l'espace, de la microgravité ou des vibrations au lancement, tout cela affecte la biologie des plantes, comme c'est le cas pour le corps humain. Mais on pourrait y trouver des avantages, notamment pour une culture en milieu difficile, un sol trop riche en sel, trop sec ou des canicules à répétition. On veut faire en sorte d'utiliser ces nouvelles connaissances à notre avantage pour inverser le processus de désertification et nous assurer que la vie sera encore possible ici dans le désert. L'agence spatiale émirati pense que le cosmos pourrait nous être d'une grande aide pour en finir avec une économie basée sur les énergies fossiles et aborder les problèmes environnementaux sous un nouvel angle.
Les Émirats arabes unis sont un pays avant-gardiste. Même si par le passé la majorité de leurs ressources provenaient du pétrole, ils se concentrent aujourd'hui sur l'avenir. Ils veulent comprendre quelles industries auront de l'importance, non seulement dans les 5 à 10 prochaines années, mais aussi dans 50 ou 100 ans. C'est une région du monde qui va connaître son plus gros boom de population dans les prochaines années, par rapport au reste de la planète. Cette explosion démographique va principalement avoir lieu dans les zones urbaines, où l'accès aux ressources alimentaires est encore plus compliqué qu'en zone rurale. L'espace est apparu comme une réponse naturelle à ce problème. En quelques années d'existence, l'Agence spatiale des Émirats a déjà accompli beaucoup. Le changement climatique, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et une population croissante menacent la sécurité alimentaire mondiale. La technologie spatiale et la science des aliments ont déjà permis de développer des variétés de nourriture innovantes qui renforcent la production alimentaire. Mais ces avancées expérimentales à plus grande échelle demandent beaucoup de temps et de volonté. Une entrepreneure basée à Singapour tente d'améliorer l'industrie agricole dès aujourd'hui. Je suis née en Uruguay et quand j'avais 12 ans, il y a eu une très grosse épidémie de fièvre afteuse. La fièvre afteuse est une maladie qui touche le bétail. Aujourd'hui encore, la majeure partie des exportations en Uruguay, ce sont des produits issus de l'élevage. Le pays a connu une énorme crise économique qui n'a pas seulement impacté l'industrie agroalimentaire, mais le pays dans sa globalité, ainsi que les régions voisines du Brésil et d'Argentine. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas créer un système capable de détecter à temps quand un animal tombe malade pour éviter une nouvelle épidémie? Alors ici, sur mon bureau, j'ai 10 appareils qui sont activés et qui transmettent des signaux en direct. Victoria Alonso Pérez a créé un dispositif qui permet de surveiller le bétail depuis son canapé. ChipSafer est une plateforme qui permet de surveiller à distance les troupeaux de bétail de façon autonome. Nous avons créé un collier qu'on attache au cou de l'animal et qui est équipé d'un tas de capteurs dont nous avons déposé la marque. Grâce à ce dispositif, nous pouvons connaître la position exacte de l'animal à tout moment. Mais nous pouvons également suivre son comportement et envoyer un message d'alerte si une anomalie est détectée pour que l'agriculteur puisse agir au plus vite. ChipSafer se base sur la technologie GPS qui a été développée pour l'armée dans les années 70. 24 satellites sont en orbite autour de la Terre et nous transmettent des données nous permettant de tout localiser dans le monde entier. Le suivi GPS est déjà disponible sur les téléphones portables et d'autres appareils. Mais c'est la première fois qu'il est utilisé sur des animaux. ChipSafer est un dispositif de traçage permettant de garder un œil sur les mouvements de chaque membre du troupeau. Le système nous renseigne sur le comportement et la localisation de l'animal. Les données sont collectées, stockées et transmises sur une plateforme accessible aux 4 coins du globe. Ici, par exemple, j'ai sélectionné les limites de la ferme en rouge et en vert, j'ai indiqué un périmètre d'action pour le troupeau. Si un des colliers quitte le périmètre sélectionné, il enverra automatiquement une alerte. C'est très important pour lutter contre le vol. Il y aura un signal si l'animal s'aventure trop loin du périmètre de sécurité ou s'il est capturé par quelqu'un. On sait exactement où se trouve chaque bête et c'est très important pour les agriculteurs. Ils nous ont dit qu'ils faisaient des économies sur le carburant grâce au collier. Parce qu'ils voient l'intégralité du troupeau sur la plateforme, ils n'ont plus besoin d'aller vérifier par eux-mêmes. Une autre version en production permettra également aux agriculteurs de surveiller la santé du troupeau depuis leur canapé. Voici le bolus. On dirait un suppositoire. On l'insère dans l'animal et il est équipé d'un capteur de température pour connaître sa température interne exacte. On l'enfonce dans la bouche de l'animal et il transmet des données tout au long de sa vie. Bienvenue à tous pour la suite de cette journée. On va passer à l'agence spatiale de... Victoria n'avait pas réussi à trouver de fabricant adapté pour son invention, jusqu'à ce qu'elle se rende à Singapour. C'est une approche classique pour l'entreprise. C'est Jonathan Hung qui lui a présenté les bonnes personnes dans le secteur spatial singapourien.
L'industrie spatiale de Singapour est en expansion constante. Ça a commencé dans les universités, les instituts d'éducation supérieure, et au départ, il s'agissait avant tout de recherche sur les satellites. Mais l'industrie a bien évolué ces dernières années. Notre programme de lancement de satellites est aujourd'hui en bonne voie. Nous avons déjà mis en orbite 19 satellites et on ne va pas s'arrêter là. Un grand nombre d'entre eux se sont déployés avec succès. Nous disposons de bonnes bases dans l'électronique. Nous avons doublé nos effectifs dans les départements de construction des satellites et en recherche et développement. Toutes ces branches nécessitent d'importantes connaissances fondamentales en électronique et de bonnes compétences techniques. Heureusement, on a de nombreux chercheurs et d'experts talentueux dans le domaine de l'électronique ici à Singapour. Salut Channing, comment ça va? Tu as du nouveau? Oui. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Channing, qui est le PDG et le fondateur de New Space. C'est une entreprise de Singapour qui construit des satellites ici même. New Space nous a aidés à développer et à fabriquer les appareils que nous utilisons actuellement pour ChipSafer, mais également à créer la nouvelle génération de colliers. On a imprimé plusieurs contenants différents pour voir dans quel modèle on peut caser tout l'électronique, dans le but de créer un collier plus petit. C'est génial d'avoir une boîte plus petite. Ça veut dire qu'on pourrait équiper plus d'animaux. Oui. Victoria avait besoin d'une équipe pour l'aider à développer la partie hardware. On a accepté de travailler avec elle et on a mis au point la matrice nécessaire pour ses traceurs GPS. Puis on a créé le matériel et le logiciel qui convenaient le mieux à son type de traceur. ChipSafer est né de la passion de Victoria pour la technologie spatiale. J'adore l'espace, c'est ma grande passion. Ce n'est pas seulement l'envie de devenir astronaute et d'avoir la chance d'aller dans l'espace, mais plutôt l'envie de comprendre cet univers si particulier. Ça a commencé quand j'avais 4 ans. Mon père est comptable et tous les soirs, je le voyais noter une série de chiffres et de nombres sur une grande feuille de papier. Je lui ai demandé à quoi servaient tous ces chiffres. Il m'a accompagnée jusqu'à la fenêtre et ce jour-là, c'était la pleine lune. Il me l'a montré du doigt et il m'a expliqué que les humains ont été capables de se poser sur la lune grâce à une combinaison de 2 chiffres seulement, des 0 et des 1. J'ai trouvé ça complètement dingue et depuis ce jour, c'est devenu une véritable obsession pour moi. Je suis passionnée par la technologie spatiale et je suis persuadée que ces technologies incroyables qui ont été développées dans l'espace vont nous permettre de vivre dans un monde plus durable et plus équitable que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Ce laboratoire travaille actuellement sur une de ces technologies, dans l'espoir de rendre l'agriculture spatiale et terrestre encore plus efficace. Tout va bien? Oui, je crois qu'on va pouvoir copier les résultats. Le professeur Tan Switching et son équipe ont mis au point un hydrogel capable de retenir de grands volumes d'eau. Comme son nom le suggère, un hydrogel est un type de gel qui est capable d'absorber et de retenir l'eau. Il absorbe de l'eau sous forme gazeuse, donc de la vapeur d'eau. Une fois que l'hydrogel a absorbé assez d'humidité dans l'air, il la stocke dans sa partie gélatineuse jusqu'à ce qu'il entre en contact avec une source de chaleur. C'est là qu'il peut relâcher l'eau qu'il a emmagasinée dans l'environnement dans lequel il se trouve. On va le transférer dans un autre flacon. L'hydrogel du professeur Tan peut absorber 15 fois plus d'humidité que les déshydratants traditionnels, comme le gel de silice que l'on connaît bien. Le but de nos recherches est de parvenir à récupérer l'eau qui se dégage de l'hydrogel pour la réutiliser ensuite sous forme de boisson, mais aussi dans l'agriculture. De nombreuses autres applications sont possibles. Pour illustrer le fonctionnement de ce gel, son équipe a construit une Smart Farm, ou serre miniature, qui collecte de l'eau en autonomie. Il s'agit d'un contenant transparent avec un couvercle motorisé. L'hydrogel est disposé sur un petit panneau en éponge. La nuit, le couvercle s'ouvre et le gel peut absorber 3 fois son poids en humidité contenue dans l'atmosphère. La journée, le couvercle se referme pour emprisonner la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense avec la chaleur du soleil et les gouttelettes glissent vers le sol pour une irrigation douce et constante. L'hydrogel peut également absorber l'humidité dégagée par les plantes elles-mêmes quand elles transpirent. Cette humidité sera ensuite réutilisée pour les arroser. C'est un système qui aiderait à économiser de grandes quantités d'eau en agriculture.
Dans un centre de simulation de vie sur Mars, situé sur un sommet volcanique d'Hawaï, des scientifiques ont imaginé une utilisation de cet hydrogel pour irriguer des plantes sur la planète rouge. Voici tous les panneaux avec l'hydrogel. J'ai créé une petite chambre de croissance pour végétaux, afin de pouvoir faire pousser des plantes pendant ma mission à ICES. Le but était d'y inclure l'hydrogel du Dr Tan et de son équipe de Singapour pour aspirer l'humidité présente dans l'air et d'essayer de voir si on pouvait désengorger ou récupérer l'eau qu'il avait absorbée, pour ensuite la recycler et la réintégrer dans le circuit d'irrigation de la chambre de culture. Ils sont parvenus à faire pousser des légumes à feuilles là-bas. Et ils ont même pu les goûter sur place. Ça a été une expérience parfaite, un franc succès. Le professeur Tan étudie d'autres applications possibles pour son gel. En tant qu'agent déshumidificateur dans la peinture pour baisser la température ambiante des milieux urbains, ou encore pour produire de l'eau potable. La désalinisation est un processus très énergivore. Donc si j'arrivais à produire de l'eau potable avec mon hydrogel, rien qu'en absorbant l'humidité présente dans l'air, ce serait une sacrée économie d'énergie. En plus d'approfondir nos connaissances de l'univers, la technologie spatiale a un impact réel sur notre vie quotidienne. De nouvelles technologies comme celles que vous venez de voir pourraient nous offrir des solutions inattendues. Car même si c'est notre goût pour l'exploration qui motive ces recherches, elles nous permettront sûrement d'améliorer notre avenir ici même, sur notre planète.